Donc, je m'appelle Pascal Asselin, j'ai 27 ans. J'ai grandi en Guyane française avec mon frère. En grandissant en Guyane dans les toutes premières années, c'est vraiment deux petits bonhommes tout nus qui se baladent dans la forêt et qui se roulent dans la boue. On a grandi dans cet écosystème-là. On a observé, nous étant petits, avec notre père qui était un peu dans des activités minières, la dégradation des forêts et l'importance de ce qu'est un écosystème et du coup l'importance de le restaurer une fois qu'il a été détruit. Aujourd'hui, les chiffres sont qu'on a à peu près 5 millions d'hectares qui sont en cours de restauration, mais en face, on a 10 millions d'hectares qui sont déforestés par année et on doit reforester 1 milliard. Et donc comment est-ce que tu fais pour qu'on mette un espèce de coup d'accélérateur très rapide pour restaurer ces écosystèmes et le faire là, dans les prochaines années? Entre 2018 et 2020, Hugo travaillait en Guyane sur justement les questions environnementales sur les mines en Guyane française. Et quand il revient à Noël 2020, on parle de ça, mais on parle de ça avec plus de concret. Et donc à ce moment-là, on se dit, il faut absolument qu'on traite le sujet. On s'est dit, ok, on a un drone, on va pas pouvoir planter des petits arbres comme les gens le faisaient avec le système de pépinière et dans les méthodes traditionnelles. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver au milieu? Donc c'est là qu'on a commencé à penser à la capsule. Et donc c'est vraiment en combinant du coup le drone et ce système de capsule et donc de dispersion de capsules qu'on peut imaginer passer à l'échelle en gardant la même efficacité des projets. Et ce qui fait que dans 50 ans, en fait, le monde sera rempli de forêts et je pense qu'on aura contribué à une grande partie de ça. Et donc si on arrive à reforester ces forêts, d'ici 2030, c'était l'objectif de l'ONU. Et on redonnerait un peu plus de place à la vie. On augmenterait peut-être notre temps sur cette planète avant qu'elle décide que vraiment il va falloir se débarrasser de nous. Mais que de l'addition de toutes ces actions, ça va créer un mouvement gigantesque et qui fera que dans 50 ans, on rira du dérèglement climatique et ce sera terminé. Vous êtes petit, le challenge est énorme. Ouais. On n'y croit pas. Enfin ouais, on vous voit, on vous suit, on verra. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'expédition. Aujourd'hui on se retrouve à Montpellier, il est très précisément 9h10. On va rejoindre Pascal qui a fondé Morpho, une entreprise qui reforeste l'Amazonie à l'aide de drones. Donc venez avec nous, on vous embarque. Donc, bonjour à tous, je sais pas si je commence par bonjour à tous, je crois pas, c'est pas du tout le type. Donc, je m'appelle Pascal Asselin, j'ai 27 ans, j'ai grandi en Guyane française pendant les 3 premières années de ma vie, puis après 2010 avec 15 ans, pour après faire des études à Paris et à Lyon, et puis monter une première entreprise en 2019, que j'ai pu céder en 2022, et puis enchaîner avec l'aventure Morpho. Mais à quel moment vous êtes dit on va reforester une partie de l'Amazonie avec des drones? Genre à quel moment c'est venu ça? Je pense pour un peu imager la chose, c'est qu'en grandissant en Guyane dans les toutes premières années, avec mon frère, c'est vraiment deux petits bonhommes tout nus qui se baladent dans la forêt, qui se roulent dans la boue, qui sont super contents de se mettre des cafards et des crapauds sur les mains, etc. C'est vraiment, on a grandi dans cet écosystème-là. On avait 2 chiens à l'époque, des boxers, donc des beaux chiens assez puissants et pareil, qui venaient, qui nous léchaient de partout. Donc, on était vraiment les 2 petits enfants de la jungle, 2 petits mouglis. On a observé, nous étant petits, avec notre père qui était un peu dans des activités minières, la dégradation des forêts et l'importance de ce qu'est un écosystème et du coup l'importance de le restaurer une fois qu'il a été détruit. Et donc à chaque fois que nous on parle de terrain, c'est qu'il y a une déforestation par des activités humaines, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient le pâturage. On avait donc un logement qui était au milieu de la forêt. Et donc on avait souvent des visites de paresseux à côté, de petits singes, des serpents qui passaient aussi. Des souvenirs qui sont assez exceptionnels. Et assez exceptionnels en un sens très important pour moi, c'est la diversité qu'on avait dans nos classes, puisqu'il y a un mélange culturel extrêmement fort entre les créoles, entre du coup les métropolitains, les brésiliens, les haïtiens. Ah oui, il y avait une communauté chinoise qu'on appelle les Hmong, extrêmement importante aussi. Et donc on avait ce mélange extrêmement fort, extrêmement équilibré, qui faisait qu'on avait une richesse d'échanges. Quand on allait prendre des goûters chez les copains, il y avait les mamans qui préparaient des goûters adaptés aux cultures. Donc c'est vraiment des souvenirs très forts qu'on a. Et du coup, tu vois l'importance de ce qu'est un écosystème, et de l'autre côté, tu vois qu'il y a des surfaces qui sont gigantesques à restaurer. Et tu te dis, mais
comment est-ce que j'arrive dans un temps assez réduit, parce qu'on parle de dérèglement climatique, ça s'accélère, donc on n'a pas le temps d'attendre 100 ans pour restaurer ces écosystèmes. Surtout, il faut qu'ils poussent ces arbres aussi. Et en plus, tu as une inertie des forêts une fois qu'elles sont restaurées pour qu'elles poussent. Et donc, comment est-ce que tu fais pour qu'on mette un espèce de coup d'accélérateur très rapide pour restaurer ces écosystèmes et le faire là, dans les prochaines années? Donc en fait, l'impact sur l'environnement des activités humaines, on ne pouvait pas plus l'avoir que celle avec laquelle on a grandi des activités de notre père. Ce qui ne voulait pas dire que notre père n'avait pas du tout conscience de l'impact sur l'environnement, juste que ça correspondait effectivement à cette génération où lui, il avait littéralement vécu la ruée vers l'or au Brésil. Ça s'appelle la Serra Pelada, qu'il y a eu dans les fin des années 70 ou début des années 80. Donc il a littéralement vécu ça, et donc c'est quand même une histoire générationnelle où lui, c'était vraiment l'activité de sa génération. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas conscience de l'impact que son activité avait sur l'environnement. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est par toute la sensibilisation qu'il nous a fait depuis qu'on était très jeune, en nous disant « Bon là, moi je fais ça, je sais que ça a un impact sur l'environnement, je pense que votre génération aura un rôle énorme dans la restauration et la préservation de cette nature, puisque on ne vient pas seulement déforester et exploiter, on sent que l'impact beaucoup plus global que la déforestation de cette forêt a eu, il dépasse juste le fait d'avoir enlevé ces arbres à cet endroit. Et donc je pense que c'est vraiment par cette sensibilisation et donc d'observer les effets en direct en fait, des activités humaines sur la forêt qui nous a poussé à agir. Et du coup, le passage à l'échelle justement dont on parle, il passe par comprendre bien ce qu'on fait, donc faire les choses bien, donc la biodiversité, la comprendre, la restaurer, la préserver, et ensuite aller vite et grand. Et ça, pour aller vite et grand, tu passes de méthodes où tu es dans une pépinière, tu arroses tous les jours, donc des pépinières, si tu parles de centaines d'hectares, c'est des pépinières gigantesques, à la main, quoi. Que tu transportes après jusqu'à ton terrain, et que tu viens planter, ou tu fais un trou, tu plantes, possible. Et à la main. Et donc là, ça marche sur des petites surfaces et c'est des méthodes qui sont géniales parce qu'on sait qu'elles fonctionnent. Mais à l'échelle, à un moment... Mais à l'échelle, en fait, tu peux pas, à moins d'avoir des millions de personnes qui soient investies sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est sur des enjeux, on n'est plus sur des enjeux à petite échelle, on est sur des enjeux à l'échelle mondiale, en fait. Ouais, exactement. Donc c'est quand tu passes du local à l'échelle mondiale, et d'autant plus quand tu parles d'impact, l'impact, il n'y a pas de frontières. Tu pourrais me raconter un petit peu comment l'histoire est née? Comment est-ce que c'est né? C'est né pendant le Covid, vous êtes réunis un moment autour d'un café, vous vous êtes dit, bon bah les gars, on y va. Ça s'est passé comment? Est-ce que t'as une petite histoire? Donc entre 2018 et 2020, Hugo travaillait en Guyane sur justement les questions environnementales sur les mines en Guyane française. Et donc il met les mains dedans, c'est-à-dire il passe des semaines sur des chantiers à comprendre ce sujet mais à le vivre aussi très fort. Et quand il revient à Noël 2020, nos dîners de famille, ça parle beaucoup de ces sujets-là. Mais donc on parle de ça, mais on parle de ça avec plus de concret. Mais en même temps, on observait des changements de point de vue sur ce qu'était une forêt, sur ce qu'était la biodiversité, de la part de l'opinion publique, on va dire, de la part d'ONG qui s'engageaient de plus en plus fortement, de la part d'entreprises ou de la part d'États. Et donc c'était un peu cet alignement-là des acteurs qui nous faisaient dire en fait, ce dont on parle depuis longtemps, parce que c'est pas maintenant qu'il faut y aller, quoi. Est-ce que le temps n'était pas arrivé? Et est-ce que c'est pas le moment d'agir aussi là où on voit aussi que les conséquences du dérèglement climatique commençaient déjà très fortement à se faire sentir. Et donc à ce moment-là, on se dit oui, il faut absolument qu'on traite le sujet. Mais on se disait, il nous manque une compétence un peu géotrouve-tout, un peu chercheur, etc. Et donc moi, à ce moment-là, je pense à mon pote Adrien de Prépa, qui à ce moment-là en fait avait créé une entreprise qui créait des bioplastiques. Et donc il avait créé une usine à Lyon où il avait inventé la recette pour ces bioplastiques. Et donc il avait créé une petite ligne de production, etc. Moi aussi, à l'époque, j'avais aussi mon entreprise, donc on échangeait énormément sur ce qu'on faisait. Et je me suis dit, en fait, il vient vraiment compléter cette troisième brique qu'on n'a pas forcément pour l'instant avec Hugo et qui nous permettrait d'abord d'avoir cette compétence géotrouve-tout et ensuite de compléter pour vraiment avoir une vision globale de ce que serait Morpho en tant qu'entreprise scientifique qui ferait de la recherche, qui serait sur le terrain mais aussi qui devrait grandir et du coup s'internationaliser et s'étendre. On s'est réunis et on s'est dit mettons en place un peu des sessions de travail pour dire comment est-ce qu'on va réussir à tacler le sujet, quoi. Donc, tout ici, c'est l'équipe Ecosys, donc la R&D, agroforesterie, tout ça.
Ici, il n'y a que Nico, mais c'est l'équipe Data Science. Et là-bas, donc, on a les boss, Pascal, Emira, Hugo, tout ça. Et moi, je suis là-bas. Comment est-ce qu'on fait quand on ne vient pas du milieu de la recherche? Le premier, c'est qu'on est extrêmement curieux. Et le deuxième, c'est qu'on s'entoure de gens qui font ce qu'on ne sait pas faire. Qui je suis? Je suis Emira, c'est pas mal déjà. Je suis un produit de l'université. J'ai passé un long moment à l'université jusqu'à ma thèse. Après, j'ai eu la grande idée d'y retourner aussi, après en être sortie pour faire un deuxième master. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? J'ai travaillé sur la diversité. Il y a quelqu'un qui a dit « la République, c'est moi ». Moi, j'aurais envie de dire que la Méditerranée, c'est moi. Donc j'ai des origines d'un peu partout en Méditerranée. J'ai même trouvé le moyen d'aller chercher quelques petits gènes en Finlande et au Nigeria. T'as fait le test Maï? Ouais, j'ai fait ça. Et donc voilà, ça a confirmé cet attrait pour la diversité qu'elle soit génétique, qu'elle soit culturelle. Et la biodiversité. Et Mira, justement, elle vient compléter cette brique et cette expertise qu'on n'a pas et qu'on n'aurait jamais eu, mais qui est extrêmement complémentaire avec la curiosité qu'on a et du coup les idées qu'on avait pu avoir dès le début. Et donc petit à petit, en lisant nombreux papiers scientifiques, en regardant ce qui s'était fait, en parlant à de nombreux scientifiques aussi, en leur demandant ce qu'ils pensaient du concept, parce que c'était comme ça, on commençait à cadrer le concept en se disant ok, la combinaison d'un drone avec une capsule, donc une graine, on va dire un peu une super graine, permettrait de faire cette forêt. Et donc petit à petit on affinait, et c'est le moment où on a rencontré du coup des chercheurs qui ont validé le concept en disant ok les gars, on est prêts à investir nous aussi sur le concept, et du coup de faire une collaboration de recherche pour définir cette première version, ce que serait cette première version qui nous permettrait de lancer les premiers projets. Et donc c'est de là en fait que c'est vraiment parti, c'est d'un dîner de famille en rassemblant Adrien qui était la troisième brique qu'il nous fallait, et puis en fait après en itérant et on lit, on apprend, on discute avec des gens, et puis à la fin il y a une idée, un premier concept qui émerge, et puis après c'est la suite de l'histoire. On va aller découvrir tout ça. Très bien, allons-y. Et donc l'idée c'était comment est-ce qu'on passe tout ça à l'échelle, et donc se dire qu'aujourd'hui on a des moyens d'accélérer de ce type d'opération par le biais du drone, parce qu'aujourd'hui il y a eu des tests sur des hélicoptères, il y a eu des tests sur des avions où ils lâchaient des graines, c'était mitigé. Et donc là, c'est des études, mais c'est des trucs qui ont été faits il y a 20 ans. Ok. Et donc là, il y a le drone qui est apparu. Ça, c'est la toute première version du drone? Ouais. Et ça, du coup, vous l'avez créé? Non, ça, en gros, du coup, toute la base que tu vois, c'est un drone entre guillemets commercial, grosse commerciale. Donc en fait, tu as des producteurs de drones qui font un boulot exceptionnel aujourd'hui, donc ça, nous, on ne va pas le réinventer. Ok. En revanche, ce qui est important, c'est dans quel usage on va faire de ces drones. Et donc c'est vraiment là qu'on s'est dit, comment on adapte les drones à notre système de plantation. Et donc avec non seulement du coup un réservoir qui vient prendre les capsules, avec là du coup on l'a pas, mais le système de dispersion qui en est adapté. En fait, le drone, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite sur des opérations parce que ça peut quadriller une zone avec précision, un accès sécurisé du coup aussi pour les humains quand même. Mais si tu jettes que des graines, ça n'a pas forcément de sens. Donc en fait, on s'est dit, ok, on a un drone, on va pas pouvoir planter des petits arbres comme les gens le faisaient avec le système de pépinière et dans les méthodes traditionnelles. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver au milieu? Donc c'est là qu'on a commencé à penser à la capsule. Et du coup, la capsule, qu'est-ce que c'est? C'est une bille, un micro-écosystème dans lequel tu as la graine, tu as des nutriments, tu as des champignons, tu as tout un tas d'éléments qui font que ça vient protéger la graine, ça vient la nourrir, et ça vient nourrir aussi les sols qui sont dégradés là où on opère. C'était un super soldat, il nous a bien servi. Il a servi sur le terrain déjà? Il a servi sur le terrain, ouais. En décembre 2021, quand on déploie notre premier projet en Guyane, c'est lui qui est à l'action. Mais non, incroyable. Et ouais, pour l'instant il est un peu mis au garage, mais ouais, parce que vous avez... reviendra. On en a d'autres maintenant, en fait, on a grandi la taille et donc la capacité. En gros, ce drone-là que tu vois, il était capable de porter 6 kg et de voler à peu près 6 minutes. Ok. Ah oui, il y a comme une sacrée batterie. Donc déjà pas mal. Mais aujourd'hui, les drones qu'on a, qui ont, je pense, à peu près doublé de taille, ils sont capables de porter 40 kg pendant 15 minutes. Ah oui, quand même. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ça nous permet en fait de couvrir beaucoup mieux. C'est plus des drones, c'est des avions, les trucs. Non. Ah non, mais t'as vu déjà la taille du bordel. Ouais, mais ils sont quand même vraiment beaucoup plus gros maintenant. Et en termes de capacité, donc même quand on parle de passage à l'échelle, d'aller sur des surfaces plus grandes,
en termes d'excellence opérationnelle qu'on est capable de délivrer, ça facilite beaucoup de choses. Et donc c'est vraiment en combinant du coup le drone et ce système donc, de capsules et donc de dispersion de capsules qu'on peut imaginer passer à l'échelle en gardant la même efficacité des projets. Est-ce que c'est intéressant de le résoudre à une échelle extrêmement locale qu'est la Guyane? Oui, c'est intéressant, mais pas que. Il y a des surfaces gigantesques et que les engagements qui sont faits par l'ONU ou par les États aujourd'hui ne sont jamais atteints. On est dans un rythme à peu près de 5% de l'atteinte de ces objectifs. Et on va pouvoir atteindre ces objectifs de restauration du milliard d'écosystèmes, du milliard d'hectares d'écosystèmes forestiers. Ce que tu m'avais dit, ça c'est les objectifs qu'on doit atteindre et aujourd'hui on est à 5 millions de pertes par an. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on doit atteindre 1 milliard mais on en perd 5 millions chaque année. Exactement. C'est impressionnant. Le projet dans lequel vous êtes lancé, c'est pas un simple projet. C'est une mission. Depuis que vous avez créé Morpho depuis ces 3 dernières années, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça a pu donner sur ces 3 premières années, peut-être en termes d'impact? Est-ce que vous avez réussi à le mesurer? À quoi ça ressemble en fait concrètement de replanter et de reforester quoi? Quand on voit des arbres, bon là je suis assis donc qui me dépassent un peu sur tout un tas d'espèces différentes qu'on a pu planter, donc restaurer, et qu'on voit justement sur les projets 15, 20, 30 nouvelles espèces, enfin des espèces qu'on a plantées qui sont en train de pousser. C'est ça le premier impact qu'on est capable de voir aujourd'hui, qu'on est capable de mesurer et de suivre. Mais effectivement, on a hâte de continuer de suivre ces forêts pour vraiment voir l'impact qu'elles auront non seulement sur la flore, mais sur la faune, justement en recréant aussi tous ces cercles vertueux, puisqu'une fois que la faune se réinstalle, le cycle de la flore va se réaccélérer aussi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous, l'impact, il est sur les surfaces. 600 hectares, c'est déjà gigantesque. On parle de 800 terrains de foot, par exemple, si on veut faire la comparaison. Pourquoi les forêts? C'est quoi leur importance en fait? Pourquoi est-ce qu'on doit les protéger? Et si on les protège pas, qu'est-ce que ça va donner? Il y a un livre assez super et très court qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono et qui est assez magnifique pour comprendre avec des images assez simples à quoi sert une forêt. Il y a un homme qui grandit dans une forêt, il parcourt un peu le monde et quand il revient, il voit plus qu'un espèce de désert, des plaines hyper venteuses, les rivières sont asséchées, il n'y a plus rien. Et il se dit mais je comprends pas pourquoi le monde a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et il se met en fait à planter des arbres, un par un, toute sa vie. Et toute sa vie, il se met à parcourir en fait l'ensemble des surfaces pour venir replanter ses arbres, replanter ses forêts. Et à la fin de sa vie, du coup, il reparcourt tout ça et il voit que non seulement il n'y a plus du tout de vent, qu'il y a des arbres qui sont érigés, des rivières qui coulent de partout, et en fait il y a de la vie de partout, il y a des animaux, il y a des insectes, et qu'en fait c'est l'action de sa vie, du coup c'est belle parce que c'est assez poétique, mais l'action de sa vie d'avoir planté un par un ces arbres, ces graines, qui ont restauré tout cet écosystème-là. Donc je pense que c'est aussi ça qui permet de comprendre, c'est de se dire que la forêt d'un point de vue très, pas mathématique mais scientifique, c'est que ça peut représenter jusqu'à 35% de la séquestration de carbone sur l'ensemble des solutions. C'est le GIEC qui le dit. Mais la forêt, en fait, ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'ensemble des services écosystémiques ou des co-bénéfices que ça permet d'avoir. Non seulement ça vient restaurer les sols, ça vient les faire vivre, ça vient limiter l'érosion, ça vient restaurer donc des systèmes hydriques, donc les ressources hydriques, on parlait de ces rivières, de ces fleuves qui peuvent renaître. Ça vient donner des ressources nourricières, médicinales. En fait, c'est vraiment un lieu de vie, quoi. Il y a un peu 3 fonctions fondamentales d'une forêt qui est de nourrir, loger, soigner, qui sont aussi un peu au cœur de tout ça. Et donc, je pense que l'intérêt d'une forêt, quand elle est sur pied, c'est vraiment tout ça. Et donc, la biodiversité, c'est pareil, c'est que ça. On crée des systèmes et dès qu'on fait tomber une forêt, c'est l'érosion, ça s'écroule, les animaux disparaissent, il n'y a plus de vie, il n'y a rien qui reprend. Mais l'intérêt de la forêt, c'est la vie, quoi. Et concrètement, si on n'agit pas, si des entreprises, si des projets comme les vôtres n'émergent pas, et que les choses continuent à s'accentuer, qu'est-ce qui risque de se passer? Enfin, globalement, le concept, c'est qu'à force de vouloir aller trop loin dans l'amélioration des conditions de vie, on en détruit des écosystèmes, on en détruit la nature, qui après entraîne un système sur lequel il est beaucoup plus difficile de pédaler en arrière, et donc dans lequel les conditions de vie humaines seront presque impossibles. Des fois, c'est un peu compliqué ça met du temps avant d'avoir des résultats. C'est ça, et puis en tant qu'humain, on a tout envie d'avoir, on veut tout rapidement, on se dit pourquoi ça fonctionne pas. Et des fois, il faut du temps en fait, il faut des mois ou des années de recherche avant d'arriver. Quand on fait un projet comme ça au quotidien et qu'on voit toute la réalité du terrain, ou qu'on voit que ça continue à s'amplifier, on se dit punaise, il faut qu'on aille plus vite, pourquoi ça va pas plus vite?
Et d'un côté, ça, c'est des choses que vous maîtrisez pas, quoi. C'est clair. Faut réussir à se détacher de ça, mais ça doit pas être simple. On va parler d'Emira. Comment est-ce que c'est passé? Le trash talk. Non. Comment ça s'est passé la rencontre avec Emira? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu pourrais nous la raconter? Ah oui, je peux te raconter ça. J'ai rencontré Emira dans une phase où c'était assez intense pour nous, puisque on venait de signer cette levée de fonds, c'était pas public, donc on communiquait pas autour. Mais du coup, on savait qu'on devait passer d'une équipe de 4 personnes à une équipe de 20 personnes en 2-3 mois. Et c'est là que je vois l'offre de Morpho. Donc j'ai lu la première fois, en plus j'ai vu qu'il y avait des interactions avec l'IRD, moi je viens de l'IRD. Je me suis dit bon, ok. Donc un des recrutements clés, c'était vraiment celui d'Emira, de directrice scientifique. Parce que pour l'instant, ses compétences, il y a Adrien qui les a beaucoup portées, il les a vraiment bien portées, sans avoir tout le background de chercheur. Il l'a porté aussi grâce, encore une fois, en s'entourant des meilleurs chercheurs qu'on avait en France. Mais donc, il fallait absolument qu'on intègre ces compétences-là. J'ai posé des questions pour voir est-ce qu'ils sont sérieux, qu'est-ce que les gens en pensent. Et littéralement, la page de l'offre est restée une semaine ouverte sur mon ordi. Je passais une à deux fois par jour, je la re-regardais, je relisais le profil de poste, je repassais sur le site et après je me suis dit allez, on y va, on tente. Et voilà, je suis là. Et c'était vraiment une bonne décision. Je me souviens de la première rencontre, qui était en visio, où je pense que le courant est vite passé parce que généralement quand je rencontre quelqu'un, il suffit que la personne me dise bonjour et je sais à peu près si ça va matcher ou pas. Et c'est vrai qu'avec Emira, j'ai senti instantanément, je me suis dit ok c'est bon, on est bien. Puis donc on est quand même rentré après le bonjour, on a quand même continué un échange et un vrai entretien. Mais c'était aligné, c'était logique, c'était fluide, c'était ok, allons-y, signons quoi. J'ai vu Adrien, pareil, ça s'était super bien passé. J'ai commencé à voir la complémentarité des profils. Et vu que moi j'ai besoin de voir les gens pour bien sentir et voir s'il y a un fit, parce que c'est les gens qui sont importants dans ces histoires-là plus que le topic derrière. Et donc voilà, j'avais envoyé un message, je disais que j'étais à Paris, est-ce que je peux faire un petit tour pour discuter. Mais donc on était dans cette petite salle et l'entretien, c'était pas un entretien, c'était ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi, c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on commence par développer, c'est quoi nos premiers programmes. On était déjà dans une deuxième phase de la roadmap. Du coup voilà, ça s'est passé comme ça, les différents rounds de discussion, mais... Il y a eu cette évidence, effectivement depuis, cette évidence s'est avérée vraie et que maintenant on a plus que des preuves que l'alignement est parfait et qu'on est en train de construire d'assez exceptionnel ensemble. Ça c'est incroyable, c'est comme une histoire d'amour. C'est comme une histoire d'amour. Ça fit ou ça fit pas. Exactement. On montre les coulisses de A à Z. Faut croquer chaque moment. Oh, ça sent bon en plus. Allez hop, on y va. Ouais, marche cette porte. Hop. Ah, bonjour monsieur, c'est pour Pascal. Ouais, tout à fait. C'était 67 de mémoire. Super, merci, bonne journée. Bon, allez, là, on va aller manger tranquillement. Allez. Ça va faire du bien reprendre des forces. À table. Unboxing Jiraiya. Oh là, la folie. C'est préparé avec amour. Moi je le dis, on est bien accueillis chez Morpho. En tout cas j'ai l'impression que si on n'est déjà pas capable de se respecter en tant qu'être humain, c'est compliqué de respecter l'environnement. Comment est-ce que tu le vois toi, cet impact social qui est fortement lié à l'impact environnemental? Je pense pour deux infos un peu macro sur le sujet tel que je les vois, c'est que quand on parle du dérèglement climatique, la planète elle sera toujours là, c'est peut-être les humains qui seront plus dessus. Il y a un sujet environnemental, mais c'est pour que les conditions de vie humaine soient toujours possibles sur Terre. La Terre sera toujours là. Je pense que c'est le premier sujet qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait quand on parle d'environnement, on parle de social. Le deuxième, si on prend notre sujet, il y a 1,6 milliard de personnes qui dépendent des forêts au quotidien. Donc quand on parle forêt, on parle forcément social. Et nous, comment est-ce que ça se traduit? C'est qu'en fait quand on va sur un projet, on a un peu toujours ces deux piliers qui sont celui de la biodiversité et celui du social. Et qu'est-ce que ça veut dire celui du social? Ça veut dire prendre en compte les populations locales. Il y a des communautés qui vont vivre autour de ces forêts, mais ça veut dire du coup les impliquer dans ces projets. Et donc ça peut passer par des ONG avec qui on va bosser sur place dans les préparations des terrains, même dans une partie des plantations qu'on va leur réserver. Et donc on vient créer des emplois. Et aujourd'hui, bêtement, on a ce chiffre, mais Morpho a fait
travaillé directement ou indirectement plus de 1000 personnes au Brésil aux alentours des projets qu'on a déployés. 3 ans. Non, 3 ans. Ouais. Imaginons l'impact sur 5-10 ans. 1,6 milliard. Tu m'as parlé d'espoir tout à l'heure. Et quand on parle d'environnement, quand on écoute les médias, la presse, c'est très, très négatif, c'est très pessimiste. Et ça pousse pas forcément les gens à agir, parce qu'on se sent impuissant. Est-ce que tu penses qu'on a vous avez un devoir d'insuffler de l'espoir, et tu penses que c'est important? C'est une belle question qui me demanderait une dissertation de 4 heures. Enfin, un concept que j'aime bien, c'est un livre de Rutger Bregman. Le titre serait Humanité, sous-titre Et si l'humain était bon. Et en fait, ce qui est beau dans son concept, c'est qu'il dit qu'il y a un espèce de nocebo, qui est l'inverse du placebo, qui pousse les gens à voir par le négatif. Et comme tu le disais, dans les news, on parle plus de nouvelles négatives, on tire un peu vers le bas, et qu'en fait, il suffit de retourner ça et de se mettre en mode placebo, c'est-à-dire, en fait, et si l'homme était bon, et si en fait on avait les moyens aujourd'hui d'aller sauver cet environnement et ces conditions humaines sur Terre. Et que la dynamique, si on était capable de la changer pour l'espoir et pour des nouvelles positives, en fait, on peut entraîner justement un espèce de raz-de-marée positif. Et donc, nous, au début, on ne l'avait pas forcément anticipé, où nous, on avait notre mission, notre activité. Mais effectivement, en parlant, on voit aussi ce que ça suscite chez les gens, et c'est effectivement de se dire, on a des solutions. Il y a des choses qui se passent, et en fait, c'est peut-être possible. On parle des 2, 3, 4 degrés de réchauffement climatique, etc. Et bien en fait, est-ce qu'on n'est pas capable d'inverser la tendance? Et je pense qu'aujourd'hui, nous, c'est un rôle, comme je le disais, qu'on n'avait pas forcément prévu, mais qu'on veut pousser. Parce que si on peut permettre aux gens, non seulement de voir qu'il se passe des choses positives, mais d'en inspirer à passer à l'action aussi, je pense que pour nous, c'est une deuxième mission qui serait réussie. En fait, la société a fait qu'elle a été construite sur certains piliers qui nous divisaient de plus en plus. On était dans une logique où on devait toujours plus dans la compétition, dans un esprit très individuel, on le voit déjà à l'école. Si on veut creuser, le problème c'est d'avoir ce besoin de mettre dans des cases, de juger, de dire que celui qui rentre pas dans cette case est forcément soit pas bon, soit pas efficace, un perdant entre guillemets. C'est ce besoin d'avoir un perdant et un gagnant qui est associé à des cases, associé à un modèle, alors qu'en fait c'est cette diversité qui a fait qu'on est encore là déjà, et tout est diversifié. On regarde sous le sol, qu'on regarde dans un microscope ou qu'on regarde le ciel, diversité sortirait parmi les premiers mots. Et en fait là c'est formidable parce que on va dans cette logique de collaboration et d'entraide et de travailler ensemble, parce que de toute façon je pense que c'est la seule manière aussi d'avoir un impact à grande échelle. Ouais. Clairement, mais c'est le but et je pense, j'espère, mais on voit quand même que la dynamique est enclenchée de toutes ces entreprises en fait qui ont un impact positif sur la nature. Et moi tel que je vois l'économie et comment elle doit se développer, c'est qu'en fait chaque nouvelle boîte qui va se créer va avoir un impact positif. C'est-à-dire pas essayer d'être neutre, c'est vraiment de contribuer à ce qu'on ait un futur qui soit meilleur. Sur cette balance, que ça aille sur le plus que sur le moins. Exactement, que celles qui soient dans le moins arrivent à faire une transition pour aller vers le plus, mais que toutes les nouvelles entreprises qui se créent soient dans le plus aussi. On veut toujours plus, on veut toujours plus gros. Des fois, il faut peut-être juste faire un peu mieux les choses et réfléchir un peu plus sur cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on est capable d'inverser cette tendance aujourd'hui? 1 milliard d'hectares. 1 milliard d'hectares. Pour 2030, c'est demain, 2030. Il va falloir se bouger un peu. Aujourd'hui, c'est possible, tu penses? Ouais, tout est possible. Je pense qu'il y a une énorme inertie encore qui ne va pas dans le bon sens. Rien n'est impossible, tout sera une question de volonté et d'efficacité dans ce qu'on fait, et cette envie qui fait qu'on arrive à faire soi-disant l'impossible. Mais on a vu, et par la résilience humaine, que si on renverse tout ça, et qu'effectivement on est capable, nous non plus de planter 600 hectares là, sur 2 ans, mais bien de planter ces 100 millions d'hectares d'ici 30 ans, on ne sera pas les seuls à le faire, et qu'on aura réussi à renverser l'économie et la tourner vers de l'impact positif. On peut feuilleter l'histoire de l'humanité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est capable du meilleur comme du pire. Et quand on a vraiment envie d'avancer, on y arrive, d'une manière ou d'une autre. Et ça, on le voit à la vitesse déjà à laquelle c'est allé sur ces 2 dernières années. On pense que la vague est encore trop petite, mais qu'elle est capable de gagner en vitesse et en puissance. Et en tout cas, on fera tout pour qu'elle le gagne. Et donc, effectivement, on garde l'espoir, nous, à la fin,
qu'on soit capable de renverser la tendance et qu'on soit capable d'avoir des conditions qui sont vivables et agréables pour tous les hommes, même dans 100 ans. Mais tu penses du coup qu'on est quand même capable de prendre les bonnes décisions tout en ayant justement une logique économique viable derrière? C'est possible? Je pense que c'est possible, effectivement. Au-delà c'est possible, c'est qu'on n'a pas tellement le choix. On n'a pas le temps de révolutionner le capitalisme et du coup de réinventer un nouveau système puisque le dérèglement climatique, il est là et il y a une urgence. Je pense que la première raison pour laquelle Morpho a été rentable et réenvisage maintenant de reviser la rentabilité après de gros investissements R&D, c'est qu'en fait tout ce qu'on est en train de développer, et du fait qu'il y ait de la science, du fait qu'on vient résoudre un problème que personne n'arrive à résoudre, il y a une valeur ajoutée qui est très grande et donc les prix qu'on est capable de proposer sont des prix qui sont quand même assez élevés. Parce que de la perception de nos clients, des acheteurs, le problème a une grande valeur. Parce que s'il n'est pas résolu, le coût derrière est bien supérieur. Je le dirais, mais la France est un super pays pour entreprendre, parce qu'on est extrêmement bien soutenu. Ouais, et donc dès le début, on a eu la BPI qui nous a soutenus et qui nous avait donné une première bourse, qui nous a permis de financer ces premières recherches et ces premiers programmes en collaboration. Donc en fait, on cofinançait ces programmes-là. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser le système existant pour n'avoir qu'un impact positif sur la nature, sur l'environnement et sur les gens. Et rapidement, on a réussi à vendre des premiers projets. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a vendu des premiers projets qui nous ont permis de gagner de l'argent et d'avoir une première année qui était extrêmement positive puisqu'on avait fait du chiffre d'affaires. Nous, on ne se payait pas à l'époque. Bah oui. Et donc, on était capable de continuer à financer des drones, nos programmes et les futurs projets qu'on allait pouvoir déployer. Et donc aujourd'hui, nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, on arrive à vendre des produits avec une valeur qui est assez grande et qui nous permet, non pas le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de venir faire du profit pour venir financer davantage de recherche, venir financer plus de projets, investir davantage sur les communautés. Et donc c'est vraiment nous de créer ce cercle vertueux. Et c'est ça qui est assez dingue, et je pense qu'il y a une belle morale à retenir, c'est qu'on peut aujourd'hui créer des projets qui sont économiquement rentables et qui sont environnementalement exceptionnels, quoi. Et il y a des gens qui y croient. Ouais. C'est pas toujours évident, c'est un vrai sujet de se dire comment est-ce que je lie modèle économique, voire même croissance économique, mais tout en ayant justement l'impact environnemental et que les deux soient alignés. Ouais. C'est-à-dire c'est pas ma croissance va pas avoir un impact environnemental négatif. Et donc comment est-ce que tu crées des modèles économiques entre guillemets naturels et viables encore plus, c'est-à-dire dans le temps, je sais que ça n'aura un impact que positif. Et donc une fois qu'on a un modèle économique comme ça, qui est basé sur un truc tangible, puisque c'est dans la loi, dans la réglementation, les investisseurs comprennent en face. On parle à une entreprise qui, certes, dont l'activité est naturelle, dont on va aller chercher des forêts sur 30 ans, mais en fait, nous, du fait d'avoir une activité de ce qu'on appelle Reforestation as a Service, on vient déployer les projets de diagnostic, planification, plantation, monitoring, mais les 3 premières étapes, elles se font sur les 3 premières années. Et donc, sur ces 3 premières étapes, on arrive à générer des revenus, puisqu'en fait, on vient délivrer ce service, donc on vient délivrer tout de suite la valeur, et c'est grâce à ça qu'on arrive à court terme à faire des revenus sur une forêt qu'on va suivre sur du long terme, puisque avant 15 ans, et même si on veut parler de vraies forêts matures avant 30 ans, elle ne sera pas là. C'est là qu'on a croisé les mondes et qu'on a réussi à les faire se rencontrer et que ça fonctionne hyper bien. Tous les vols de ces drones que tu vois sont préprogrammés. Ok. Ça veut dire que Hugo et son équipe planifient les vols. Ok. Et ça veut dire quel type d'essence, quel type de capsule on va planter sur quelle zone. Et donc quand on se retrouve sur le terrain, on a le drone, on remplit des capsules qui sont adaptées à la zone. Et le trajet. On appuie sur le bouton qui dit « lance-moi ce trajet » et le drone fait ses allers-retours. Il y a un pilote qui surveille, puisque tu sais jamais dans tes plans, parfois tu as un truc à pousser au milieu, donc il faut quand même surveiller. Mais tu as le drone qui va voler à peu près entre 5 et 15 mètres d'altitude et il va faire son trajet. Une fois qu'il a terminé, il revient, il se pose, tu changes les batteries, tu recharges en capsule et tu passes à la zone suivante. Évidemment, on est sur du terrain, on est dans du tropical, donc parfois tu vas te prendre des grosses pluies, juste après tu auras un grand soleil, machin, donc il faut pouvoir travailler dans ces conditions. Nous, un des trucs essentiels dans notre activité, c'est qu'on doit travailler en étroite collaboration avec la nature. T'as pas le choix. Sur les saisons, là, tu vois, tu as eu El Niño qui est passé, qui a décalé notre saison de plantation de 3 mois. Des grosses sécheresses, pas forcément de pluie au bon moment. Donc nous, on est vraiment dans un truc de collaboration
direct. Et c'est aussi pour ça que vous êtes au plus proche du terrain en collaboration avec les populations qui vivent là-bas directement. Exactement. Et c'est pour ça que nous, l'activité, une des richesses de Morpho, c'est d'avoir ces bureaux dans lesquels on est aujourd'hui, mais c'est d'avoir du terrain aussi de l'autre côté, d'avoir des équipes aussi au Brésil, parce qu'on est capable de mêler la science à du terrain, à de la communauté locale, à de la compréhension des semences, mais aussi à de la finance et du business, puisqu'en fait, il faut pouvoir la financer, cette activité. Il y a une réalité économique derrière. Exactement, et agrandir ce cercle vertueux dans lequel on est, et se dire comment est-ce qu'on peut avoir le plus grand impact possible, et c'est par ce biais-là qu'on l'aura. Par contre, réelle question du coût économique, un drone comme ça coûte combien ? Celui-là, c'était en toute première version avec des capacités assez limitées, donc c'est quelques milliers d'euros. Ok. Et là, les nouveaux qu'on a, c'est plutôt quelques dizaines de milliers d'euros. Ça fait cher le drone. Exactement. Ça, c'est les nouveaux t-shirts. C'est les t-shirts manches longues de terrain. Ils sont beaux, hein. Sécurité, tout neuf, ouais. Sécurité tout neuf. Voilà, regardez. Nouvelle merch. On les met pas au bureau. Faut les mettre au bureau. Qu'est-ce qui va vous attendre maintenant ? Qu'est-ce qui attend Morpho dans les prochaines années, les 10 prochaines années ? Morpho, les 10 prochaines années, c'est ma réponse, elle va être bête et simple. Je pense que c'est une de nos forces de dire des trucs bêtes et simples. C'est qu'en fait, on va continuer à faire de la science, à vendre des projets, à les déployer, et à prendre des premiers pour mieux faire les deuxièmes et pour mieux déployer les troisièmes. Ce qui fait qu'on est dans une dynamique d'apprentissage continu, d'amélioration continue de nos technologies. Et plus ça va aller, plus en fait on va être dans ce cercle où on va découvrir des choses, on va agrandir notre impact, on va améliorer notre impact. Et ce qui fait que dans 50 ans, en fait, le monde sera rempli de forêts et je pense qu'on aura contribué à une grande partie de ça. Et c'est de créer tout un monde, toute une économie, tout un écosystème qui vont permettre à notre planète de restaurer cet ensemble d'écosystèmes et de vivre mieux et de créer ces conditions de vie humaine qui, dans 100 ans, seront toujours aussi agréables que celles qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va ramener de restaurer 1 milliard d'hectares ? Ça serait comme un fumeur qui se serait dit si j'inhale de l'oxygène, ça serait beaucoup mieux que ce que j'inhale là en arsenic et en tout ce qu'il y a dans une cigarette. Et après tu fais la radio du poumon, et tu passes d'un poumon que tu ne vois pas, noir, à un joli poumon tout rose. Aujourd'hui, les chiffres sont qu'on a à peu près 5 millions d'hectares qui sont en cours de restauration, soit naturellement, soit assistés par l'homme. Mais en face, on a 10 millions d'hectares qui sont déforestés par année. Donc on est sur un chiffre net. On a ça de positif, mais on a ça de négatif. Et du coup, on est à moins 5 millions d'hectares de forêt qui donc disparaissent par an. Et on doit reforester 1 milliard. Et donc si on arrive à reforester ces forêts... D'ici 2030, c'était l'objectif de l'ONU. Et ben on redonnerait un peu plus de place à la vie. C'est un objectif qui nous paraît, nous, aujourd'hui, au vu de la dynamique, non atteignable, mais aujourd'hui, nous, la dynamique, c'est de se dire comment est-ce que, d'ici 30 ans, on soit capable de le faire. Et d'une certaine manière, on augmenterait peut-être notre temps sur cette planète, avant qu'elle décide que vraiment, il va falloir se débarrasser de nous. Mais en fait, on revient à l'embryon de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas une vie qui soit moins importante que l'autre, et c'est la vie de tous les vivants qui fait qu'on est tous là et on arrive à faire ce qu'on fait. Et ça ne voudra jamais dire renoncer à la modernité, c'est juste te laisser la place à tout le monde. Et il y en a. Il faut trouver des solutions. Maintenant, il faut le faire. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de tout petit ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Ce que je me donnerais comme conseil, même si en fait c'était ça qui fait qu'aujourd'hui je me donne ce conseil, mais aujourd'hui ce que je dirais à mon moi de tout petit, c'est d'être mesuré, et le jour où on comprendra qu'on est tous en plus de la diversité qui nous nourrit, je pense qu'on réglera énormément de nos problèmes. C'est une petite pensée mais qui est assez simple, c'est de se dire au quotidien quel impact positif j'ai sur les gens. Et ça peut passer juste par sourire quelqu'un au feu rouge qui fera sourire la personne en face. Et en fait, je pense que c'est l'addition de tout petits impacts comme ça qui vont créer un impact gigantesque. Et ça passe par des forêts, ça passe par des océans, ça passe par de la technologie, ça passe un peu partout, mais ça passe par toutes ces petites actions, parfois qui sont des énormes actions, mais cette volonté en tout cas de faire les choses bien, d'apporter du bien aux gens, à la nature, à la forêt, peu importe, mais que de l'addition de toutes ces actions, ça va créer un mouvement gigantesque. Ça nous permettra d'aller assez loin, ensemble certes,
mais en ayant cette conscience que c'est avec que ça marche, et ça n'a jamais marché quand c'était le contre toi, contre l'autre, contre les éléments, contre ce que tu veux, qui nous a menés quelque part. Pour refeuilleter toute l'histoire de l'humanité, c'est pas quand on fait contre que ça marche, c'est plutôt quand on fait avec. Et qui fera que dans 50 ans, on rira du dérèglement climatique et ce sera terminé. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Merci Pascal pour ton accueil. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ces magnifiques locaux, à la découverte de ce magnifique projet. C'est gentil. Il faut y croire en plus. Il faut y croire parce que la forêt, une vraie forêt, c'est potentiellement quelque chose qu'aucun de nous ne verra. On la plante aujourd'hui et potentiellement on la verra pas. Donc il faut y croire. Il faut y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, qui va y croire? Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vous ont rayonné de Morpho. Je pense. Oui, il y a ce côté rironner, mais c'est surtout ce côté vous êtes petit, le challenge est énorme. Ouais. On n'y croit pas. On vous voit, on vous suit, on verra. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Morpho dans les prochaines années? Des forêts qui poussent. Des forêts qui poussent? Ouais, tout simplement. Ça, c'est la meilleure des conclusions. Exactement. J'espère qu'on prenne cette tangente, quoi. Donc, c'est peut-être un monde peut-être un peu bisounours, mais un monde où les gens pensent en écosystème. On se dit à bientôt et puis on se retrouve pour un prochain épisode de l'expédition. Au revoir. Merci, au revoir. Bienvenue dans le nouvel épisode de Pimp My Forest. Aujourd'hui, on va parler arbres, graines, seed pod et forêt en croissance. T'as cru que c'était un mythe dans Astérix et Obélix? Aujourd'hui, on te dévoile tous les secrets. Bienvenue dans Morpho, une histoire. Filmé. Et c'est un peu comme se jeter. non, mais je fais ça. C'est Emira qui a dit. Emira te dit, de te il n'y a plus de Jacques a dit, maintenant c'est Emira a dit.